Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, 3 personnes impliquées dans la tentative d'exportation des 53,7 kg d'or survenus lundi dernier sont placées en détention à Tiafa hier dans la soirée après leur audition auprès du PAC. Parmi elles, 2 agents du ministère des Affaires étrangères et un passeur. Les détails. À la suite d'une enquête menée par les inspecteurs des douanes, les 3 suspects dans cette affaire de tentative d'exportation illicite de 53,5 kg d'or ont été transférés au PAC 67 hectares hier et sont par la suite placés en détention à la prison de Tiafa. 2 d'entre eux sont des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, tandis que le 3e est le passeur. Pour rappel, le passeur prévoyait de prendre le vol Ethiopian Airlines ET 852 avec une escale à Addis Abeba et pour destination finale Dubaï. Les 53,5 kg d'or étaient dissimulés dans une valise diplomatique, accompagnée d'une fausse déclaration signée par un autre agent du ministère des Affaires étrangères, actuellement en fuite et activement recherché. La marchandise a été découverte lors d'une fouille au niveau du sous-douane. À titre d'information, depuis le 11 décembre, un total de 67,565 kg d'or a fait l'objet d'une tentative d'exportation illicite, comprenant les 13,865 kg interceptés auparavant et les 53,5 kg le lundi dernier. La valeur totale de ces métaux précieux est estimée à 26 milliards 928 millions 051 milliards. Les lingots d'or saisis sont désormais sous la garde de la banque Fouibé. Fait divers toujours, plus de 70 personnes ont été arrêtées cette année 2024 pour avoir été à l'origine des feux de brousse et de forêt, selon les informations communiquées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Près de la moitié ont été placés en détention. La lutte contre les feux est un combat collectif qui nécessite l'engagement de tous, a rappelé le ministère. Les efforts pour intensifier cette lutte se poursuivent. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. La plupart des cas de feux de brousse ou de forêt recensés à travers l'île sont intentionnels d'après les enquêtes. Rien qu'en 2024, 74 personnes ont été arrêtées, dont 48 ont été placées en détention. Certaines ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison après leur passage devant le tribunal. Parmi les personnes arrêtées, certaines ont été prises en flagrant délit. Outre les impacts environnementaux néfastes, ces feux de brousse entraînent des sinistres comme ceux observés dans certaines régions vulnérables. Les responsables de la lutte contre les incendies renforcent sans cesse les sensibilisations sur le terrain. La lutte contre les feux est une responsabilité collective et le ministère de l'Environnement et du Développement durable appelle tout un chacun à y contribuer activement. Toujours dans ce contexte, les victimes des incendies causés par les feux de brousse à Mbatbouen demandent l'application du DIN à l'encontre des auteurs, car ces actes nuisent à la population. Hier, devant le siège du district, des aides provenant du gouvernement central via le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministre de l'Intérieur ont été distribuées aux 32 familles sinistrées issues de 4 communes touchées, un Kizabé, un Bessisk, un Krich et un Mbatbouen. La gendarmerie locale a également reçu une aide pour renforcer la lutte contre l'insécurité. C'est Enran Irlande pour plus de détails. Hier, la DGRGC a poursuivi la distribution de matelas et de vivres, notamment 25 kg de riz par foyer, aux 32 familles ayant perdu leur maison dans les 4 communes du district d'Mbatbouen. Du matériel d'hygiène, de nettoyage et des ustensiles de cuisine ont également été remis à ces sinistrés. Par ailleurs, la gendarmerie a reçu 5 matelas pour soutenir ces opérations. Ces sinistrés ont réitéré leur appel à la prévention des feux de brousse qui empêchent le développement. Le député élu à Mbatbouen a remercié particulièrement le président de la République pour son soutien aux victimes.
Il a également adressé un message à la population d'Abat-Bouén, les invitant à être vigilants dans l'utilisation du feu. Les brigades de surveillance communautaire sont actuellement en activité pour lutter contre les incendies de la région. 2 conventions de partenariat ont été signées aujourd'hui à Antanmour entre l'Office national pour l'environnement et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ainsi qu'entre l'ONE et le SMA. Ces accords visent le partage d'informations et de données statistiques pour améliorer la protection de l'environnement et renforcer les capacités de réponse afin de protéger la population. Détails sur les images de Yves Janel. Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique, notamment les cyclones violents, la sécheresse, la pollution de l'air et des eaux marines, ainsi que la perte de biodiversité. La mise en place de stratégies telles que le tableau de bord environnemental est essentielle pour faciliter le partage des données pertinentes. Selon le directeur général de l'ONE, le général Rabemansou Michel, l'alimentation et la mise à jour des indicateurs représentent un défi pour cette entité, compte tenu de leur rôle essentiel dans le suivi environnemental. Ainsi, la collaboration avec d'autres partenaires fournisseurs de données est importante. De ce fait, la signature des conventions entre l'ONE et le BNGRC, ainsi qu'entre l'ONE et le SMA, s'est tenue aujourd'hui à Antanmour. L'objectif principal est d'améliorer la protection de l'environnement pour que les impacts positifs se répercutent directement sur la population. En politique, la plateforme IRMAR domine provisoirement les résultats des élections communales selon les chiffres publiés par la CENI. L'IRMAR a remporté la majorité des postes de maires et de conseillers municipaux à Madagascar, couvrant 58% des communes à l'échelle nationale d'après ces résultats provisoires. Les détails avec Andoniana Martina et Nza Ranjiansu. Selon les données publiées par la CENI, l'IRMAR a obtenu la victoire dans 967 des 1695 communes réparties sur l'ensemble du territoire malgache lors des récentes élections communales. Ce qui fait d'elle la plateforme ayant obtenu la majorité, toujours selon ses résultats provisoires. Les 967 candidats élus maires sous la bannière de l'IRMAR se répartissent comme suit: 272 dans la province de Fianarantsoa, 130 dans la province d'Antananarivo, 84 dans la province d'Intiranan, 139 dans la province de Mahajang, 159 dans la province de Tuamasin, 183 dans la province de Tuliar. En deuxième position derrière l'IRMAR, les candidats indépendants ont remporté 475 communes, tandis que le parti TIM n'a pu en conquérir que 38. Ces résultats provisoires des élections communales confirment la puissance de la plateforme IRMAR. Pour terminer les actualités locales, l'année 2024 marque la première année du second mandat du président Andrazouel. Conformément à ses engagements et à la politique générale de l'État, l'accent a été mis sur le volet social. De nombreuses actions indirectes à long et à court terme ont été entreprises pour répondre aux problèmes touchant à la population. Le bilan présenté par Antoniana Martina et Fadesena Mirai. Parmi les initiatives du président de la République figure le projet Tsimben, qui a offert une aide financière aux ménages vulnérables pour la rentrée scolaire. En tout, 821 250 foyers ont reçu chacun 200 000 ariars dans le cadre de ce projet. Lors de la fête de Noël, le président Andrazouel a réaffirmé sa priorité pour le bien-être social. À Antananarivo, 18 000 ménages ont bénéficié du programme MIFAP Tsimben. Pour une solution durable, la priorité a également été donnée à l'amélioration de la production de riz. En 2024, les importations de riz ont diminué de 36%, alors que Madagascar importait auparavant 500 000 tonnes de riz par an. Ce chiffre est tombé à 320 000 tonnes grâce aux efforts entrepris. Un plan a été mis en place pour augmenter le rendement rizicole par hectare et promouvoir l'agriculture.
La Banque africaine de développement soutient pleinement cette initiative avec une aide supplémentaire de 67 millions de dollars. En parallèle, Madagascar a réalisé des avancées significatives dans la production agricole. Une superficie de 10 000 hectares a été dédiée à la production de semences hybrides, une initiative qui découle de la visite présidentielle en Chine en septembre dernier. Le riz hybride qui a permis à la Chine d'atteindre son autosuffisance alimentaire a été testé et approuvé à Madagascar. Avec cette variété, les rendements peuvent atteindre 8 à 12 tonnes par hectare. Concernant les impacts du changement climatique, Madagascar fait face à de nombreux défis en 2024, notamment des épisodes de sécheresse. Le retard des pluies a eu des répercussions sur l'approvisionnement en eau potable et en électricité. Par ailleurs, les infrastructures conçues pour 1,5 million d'habitants ne suffisent plus à répondre aux besoins en eau de la population de la capitale, qui atteint désormais 3,5 millions. En septembre, le déficit a atteint 100 millions de litres, provoquant des coupures d'eau dans plusieurs quartiers. En réponse, des solutions temporaires ont été mises en place, telles que la distribution d'eau par camion-citerne et l'accélération de projets de forage. À plus long terme, le gouvernement prévoit la construction d'une nouvelle station de production d'eau et le remplacement des canalisations vétustes. Dans le sud de Madagascar, des projets majeurs comme le pipeline EFAO avancent également. Cette infrastructure longue de 97 km traversera 60 localités, dont 40 dans la région Anos et 20 dans la région Anjoui, pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau pour les habitants, l'agriculture et l'élevage. La sécheresse a également entraîné des coupures d'électricité. Avec la baisse du niveau des cours d'eau alimentant les centrales hydroélectriques comme Andekalek, Antelumit ou Manjak, le réseau interconnecté d'Antananarivo a connu un déficit de 25% par rapport à ses besoins de 240 MW. Pour y remédier, des centrales fonctionnant au fuel ou au diesel, comme celle de Manchsez, ont été réactivées. D'autres solutions ont été explorées, notamment la provocation de pluies artificielles qui a donné des résultats positifs mais limités. Plusieurs projets d'infrastructures ont été lancés en 2024, tels que des centrales solaires dans 47 districts, ainsi que les grands projets hydroélectriques de Voulbé, Saoufk et Ranmafan. Pour le RIA, un projet phare est la construction d'une centrale thermique de 105 MW à Boumanamboul, financée entièrement par le gouvernement. En décembre, les travaux de construction d'une mini-centrale hydroélectrique de 64 MW à Ranmafan ont également débuté. À l'international, 2 présidents sud-coréens poussés vers la sortie en 2 semaines. Ce vendredi, les députés ont voté en majorité pour la motion de destitution du président par intérim. Ils accusent Han Duck-soo d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée de son prédécesseur d'instaurer la loi martiale. France 24. C'est une situation vraiment inédite. Selon les démocrates sud-coréens, le premier ministre Han Duck-soo empêcherait la confirmation de la destitution du président Yoon Suk-yeol. Du coup, ils l'ont destitué lui aussi. Pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud n'a ni président ni premier ministre. Vous vous rappelez, l'Assemblée nationale coréenne a voté la destitution du président 11 jours après sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. La prochaine étape, ça serait pour la Cour constitutionnelle de voter la confirmation ou non de cette destitution. 6 juges sur 9 sont nécessaires. Actuellement, il n'y a que 6 juges, donc le Parlement a nommé les 3 juges manquants, mais le Premier ministre n'a pas voulu accepter ces choix, d'où le vote pour l'écarter aussi du pouvoir. Et il y avait un peu de débat en Corée sur la constitutionnalité de ce vote, du vote de ce vendredi. Les conservateurs au pouvoir ont dit qu'il fallait 2/3 des députés pour la destitution d'un président en intérim, alors que pour les démocrates de l'opposition, une majorité simple suffisait car le président en intérim n'était qu'un ministre et ça, c'est la règle pour les ministres. Les élus
du parti du président ont boycotté le vote et les démocrates qui tiennent une grande majorité au Parlement ont passé cette destitution assez facilement. Donc le Premier ministre sortant Han Duck-soo a depuis accepté ce résultat. Le ministre des Finances Choi Sang-mok prend le rôle de président et de Premier ministre en intérim. Le numéro 3 était très critique du vote pour destituer le Premier ministre en disant que plus d'instabilité politique allait avoir encore plus de conséquences sur l'économie. Depuis la loi martiale ratée du président Yoon, le pays connaît une véritable crise constitutionnelle et les marchés financiers ont conscience de cette instabilité. Le won coréen a chuté à son niveau le plus bas depuis 2009. Pour les démocrates, la stabilité ne reviendra que quand le président Yoon et ses alliés seront définitivement écartés du pouvoir. Mais les conservateurs ne vont pas lâcher l'affaire facilement. Il y a une faction pro-Yoon au sein de son parti, très fidèle à lui malgré sa loi martiale controversée. Il y a aussi ceux qui veulent tout faire pour empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir. Le leader des démocrates est souvent comparé à Bernie Sanders. C'est un ennemi juré de beaucoup de conservateurs qui espèrent voir naître tout autre scénario que lui, Lee Jae-myung, à la tête du pays. Car si la Cour constitutionnelle valide la destitution du président Yoon, une élection présidentielle serait déclenchée dans les 60 jours. Une députée conservatrice a accusé les démocrates de jouer à Squid Game en voulant en quelque sorte éliminer les leaders un par un. Donc que se passera-t-il si le ministre des Finances lui aussi refuse la nomination des juges à la Cour constitutionnelle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si besoin, la 4e personne sur la liste est le ministre de l'Éducation. Et 2 semaines après le passage du cyclone Chido à Mayotte, l'archipel est désormais en vigilance jaune, forte pluie et orage, alors que certaines zones restent inaccessibles pour les secours. Sur place, la solidarité s'organise. France 24. Je mets du pétadine, mais je ne mets pas de passement parce que ça va bientôt être fermé. À 13 ans, Moussa a tout du parfait urgentiste. Des paroles rassurantes, des gestes précis. Le jeune garçon s'en fait un devoir pour rendre hommage à l'un de ses amis emporté par le cyclone. Il était bon et il protégeait tout le monde. Alors tout le monde se pleure son absence et tout le monde veut être comme lui, protéger et aider les autres. Avec ses camarades et leurs professeurs de PS, ils ont déjà soigné plus de 140 personnes dans ces bidonvilles coupées de tout. Il n'y a que nous en fait. Là concrètement, depuis J+11, le cyclone, on n'a vu personne de l'État. Il y a depuis 2-3 jours des personnels de la protection civile, mais qui viennent là de leur propre initiative. Autre élan de solidarité, celui d'Adidja. Chaque jour, elle prépare dans son restaurant plus de 300 repas. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manger, donc on est là pour aider. Et elle peut compter sur sa brigade de bénévoles. J'ai l'impression d'être utile et je me dis, là aujourd'hui, s'il y a 300 repas réalisés, c'est 300 repas, 300 enfants qui vont pouvoir manger. Des initiatives comme celle de Moussa ou d'Adidja se multiplient sur l'île. Tous promettent de continuer aussi longtemps que les sinistrés en auront besoin. Pour terminer, les autorités syriennes ont arrêté hier un haut responsable du pouvoir déchu de Bachar al-Assad lors d'une opération marquée par des affrontements meurtriers selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. France 24. Sur la route reliant Homs au bastion alaouite de Tartous, des renforts militaires déployés par les nouvelles autorités syriennes, confrontés à de vives tensions avec cette minorité, dont est issu l'ancien dictateur Bachar al-Assad. Elles affirment mener des opérations contre des groupes armés restés fidèles au président déchu. Nous sommes en alerte pour assurer la sécurité dans la région et lutter contre certains chiites, mais aussi les restes de l'ancien régime criminel qui déstabilisent le pays. Des expéditions qui auraient permis l'arrestation d'un ancien chef de la justice militaire, le général Mohamed Kandjo Hassan, impliqué dans de nombreuses condamnations à mort dans la tristement célèbre prison de Sednaya.
À travers le pays, les nouveaux chefs de la Syrie multiplient les actions. Ici, à Damas, des forces armées bloquent l'accès au quartier alaouite. Nous contrôlons maintenant les civils et nous avons mis en place des points de contrôle de sécurité sur les routes afin d'empêcher toute personne ayant des liens avec l'ancien régime de causer le trouble ou de manifester. Des contrôles qui auraient donné lieu à des violences, selon plusieurs témoignages. Au point de contrôle, ils ont arrêté toutes les voitures de service, tous les bus et tous les individus. Ils faisaient sortir les gens en leur demandant « Êtes-vous alaouite ?» Puis les frappaient sur la tête, le cou, le dos sans aucune raison. Depuis la propagation sur les réseaux sociaux de cette vidéo d'une attaque contre un sanctuaire alaouite, des milliers de membres de ce courant chiite de l'islam sont descendus dans les rues. Selon le gouvernement, la vidéo date de la prise d'Alep par les rebelles le 1er décembre. Sa diffusion aurait pour but de diviser la population. Alors que le nouveau pouvoir s'efforce de rassurer la communauté internationale et les Syriens sur le sort des minorités, ces manifestations étaient les premières depuis le renversement de Bachar al-Assad. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data présentée par Jean-Claude Hadjamalal. Au revoir et excellente soirée sur Viva.